le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue dans cette conférence relative au brassage éthique assuré par la société et des individus. Je suis des profondeurs du système et des auditeurs au niveau terminal. Au terme de la séance précédente, où nous avons étudié le brassage intrachromosomique, nous avons laissé cet exercice qui fera très rapidement l'objet de la correction. On considère deux lignées pures de drosophiles, une au corps gris au foie fine et l'autre drosophile au corps ébène au foie épaisse. Un croisement réalisé entre les deux drosophiles donne une descendance, une F1 homogène, où toutes les drosophiles ont le corps gris et les foies fines. Alors, ce croisement se fait dans les deux sens, que ce soit les mâles ou femelles. Donc, on inverse les sexes et on obtient le même résultat. Alors, pour la première question, c'est très facile. Il faut identifier les allèles dominants et les allèles récessifs. Au vu de ces résultats, qui montrent que la F1 est homogène, on va donc conclure en faisant l'inventaire des allèles. On va se poser dans l'allèle grand G, qui domine sur l'allèle petit e, c'est-à-dire l'allèle ébène. Ça, c'est pour la coloration du corps. Nous avons l'allèle fin, grand F, qui domine sur l'allèle épais, petit f, récessif. Le croisement 2 est un test cross où la drosophile de la F1 est croisée avec une drosophile mâle, elle est croisée avec une drosophile femelle dans le corps et bien les soies sont épaisses. La descendance est composée de deux groupes phénotypiques. On a 50% de drosophiles mâles et femelles au corps gris et soie fine et 50% de drosophiles au corps ébène et soie épaisse, mâle ou femelle. On pose la question de savoir pourquoi on n'observe que deux catégories d'insectes lors du croisement test. Si vous avez assimilé les savoirs installés dans la vidéo portant sur le brassage intrachromosomique, on a dit que si on observe deux catégories phénotypiques, deux phénotypes équiprobables, un demi et un demi, c'est parce qu'en réalité, les gènes les deux couples d'allèles sont sur la même paire de chromosomes. Et de façon plus précise, il existe une liaison totale entre les gènes. Le croisement 2 est un croisement retour où cette fois, la drosophile F1 au phénotype corps gris et soie fine est une femelle, elle est croisée avec une drosophile mâle dont le corps est ébène et les soies est épaisse. Bien. Avant déjà de regarder ce croisement, nous devons donc préciser la localisation des gènes étudiés. Et nous avons vu on a vu plus tôt que la F1 obtenue est homogène, importe que les croisements soient faits dans les deux sens. Et on peut aller plus loin en regardant que les phénotypes pour le deuxième croisement sont distribués indépendamment du sexe. Donc, toutes ces observations permettent
d'appuyer la conclusion selon laquelle les gènes sont portés par les autosomes. On va donc écrire les génotypes des hybrides F1. Vu que les parents sont homozygotes, on écrit les génotypes comme vous voyez là, grand G, grand F, croisé avec petit e, petit f, petit e, petit f. Chaque parent produit un type de gamète et la F1 obtenue est hétérozygote, c'est-à-dire grand G, petit e, grand F, petit f. Concernant les génotypes de la F2, pour le premier test cross, le mâle est croisé avec une femelle, la F1 est hétérozygote. Il produit 2 types de gamètes, la femelle un seul type de gamètes. Et là, on construit l'échiquier de croisement et vous constatez qu'on a 2 groupes phénotypiques. Et ces groupes phénotypiques sont répartis sur les proportions 1,5. On a 1,5 de drosophile de corps gris au soit fine et 1,5 corps ébène soit épaisse. Le croisement test, qui est l'inverse du croisement test précédent, où c'est la femelle F1 qui est croisée avec le mâle, on obtient 4 groupes phénotypiques et remarquez ici que cette fois, on a tout donné les pourcentages. On a 42,5% pour les phénotypes dominants et 16,5% pour les phénotypes combinés et 42,5% pour le phénotype récessif. On constate donc qu'il y a 2 phénotypes majoritaires et 2 phénotypes minoritaires. Cela est donc dû au fait qu'en réalité, il y a eu le crossing over chez la femelle, vu que ça ne se fait pas chez le mâle. Et ce crossing over a entraîné le brassage intrachromosomique lors de la formation des gamètes, précisément à la prophase 1 de la méiose. Et on va donc traduire cela par ce schéma. Donc, il y a eu, au moment de la prophase 1, appareillement des chromosomes homologues chez la femelle. Et au cours de cet appareillement, il y a eu échange des fragments de chromatisme, de telle façon qu'à l'anaphase 1, les chromosomes sont recombinés, ils vont se séparer. Et à l'anaphase 2, les chromatides vont se séparer. Et c'est comme ça qu'on obtient donc les 4 types de gamètes que la femelle produit. Ces 4 types de gamètes unis à l'unique gamète du mâle va donc permettre l'obtention des 4 groupes phénotypiques. Et pour représenter la carte factorielle, vu que les phénotypes sont donnés ici en pourcentage, on va donc sommer directement les pourcentages des phénotypes recombinés, c'est-à-dire 7,5 plus 7,5, et on a 15% pour le taux de recombinaison. On traduit sur la carte avec cette représentation et on place les allèles et la distance ici, c'est 15 centimorgane. Donc voilà très rapidement voilà comment on applique les notions acquises concernant le brassage intrachromosomique. Nous abordons une nouvelle leçon qui traite de quelques exceptions à la monogénie. Je rappelle que tous les cas qu'on a vus précédemment, c'était des cas de monogénie. Et cette leçon sera présentée suivant ce plan, où nous allons expliquer que contrairement à la monogénie, il existe des cas de monogénie et on peut aussi avoir des cas de pléiotropie. À la fin de cette séance, on doit donc être capable d'expliquer le mécanisme dans de quelques exceptions à la monogénie. Bien. Il est important de rappeler que l'hérédité monofactorielle, encore dit l'hérédité monogénétique, généralement appelée hérédité mendélienne, est la transmission des caractères ou même des maladies dues à la mutation d'un seul gène. En fait, ici, pour un gène, on a un seul caractère héréditaire, donc un gène code pour un caractère. Et généralement, le mode de transmission suit les lois de Mendel. Bien. Voilà donc pour le rappel concernant la monogénie. Voici donc une situation qui va nécessiter notre attention. Ali est perplexe.
lorsqu'il étudie la transmission, une transmission autosomique récessive. En effet, bien que l'énoncé de l'exercice rappelle que le groupe sanguin O est dû à un allèle récessif, il ne comprend pas comment il est possible que les individus du groupe O donnent naissance aux enfants dont le groupe sanguin peut être groupe A ou B, et en plus des phénotypes dominants. Alors, une telle découverte de la part d'Ali pose ce problème qui peut être traduit selon cette question. Comment montrer que la transmission de plusieurs caractères n'est pas forcément le stade d'une monogénie? Bien. Pour cela, on peut donc formuler un certain nombre d'hypothèses en rapport avec la situation, en rapport avec l'incompréhension de Ali. Donc, on peut proposer que l'infidélité des couples explique l'apparition des phénotypes dominants A ou B. On peut aussi proposer que le groupe sanguin de l'un des deux parents a été mal identifié. Alors on se dit peut-être qu'en réalité, l'un des parents n'était pas vraiment du groupe O. Troisièmement, on peut proposer que l'expression du groupe sanguin, c'est-à-dire les phénotypes dominants A ou phénotype B, ou le phénotype récessif O, est déterminée par plusieurs gènes. C'est une hypothèse qu'on va vérifier. Quatrièmement, l'expression du groupe sanguin, groupe A et groupe B uniquement, est déterminée par plusieurs gènes. Voilà donc 4 hypothèses qu'on va vérifier au travers d'un certain nombre d'activités. Bien sûr, nous allons donc, pour notre première notion à découvrir, la notion de polygénie, interpréter les résultats d'une expérience de type hybridisme. Pour cela, nous allons considérer un généticien qui croise 2 races pures de volailles, dont l'une a la crête en rose et l'autre a la crête en pois. Toutes les volailles de la F1 obtenues ont une crête en noir. Les F1 croisés entre eux donnent une F2 dont la composition est la suivante. On a 1082 volailles dont la crête est en noir, 360 dont la crête est en rose, 361 dont la crête est en pois et 121 dont la crête est simple. Vous constatez qu'il y a plusieurs caractères qui n'existaient pas chez les parents et qui apparaissent à la F2. On a vu que les parents de la F1, l'un a la crête en rose et l'autre a la crête en pois. Et la F1 a plutôt la crête en noir. Donc on a déjà un nouveau phénotype. Et à la F2, on a les crêtes simples. Déterminons donc le caractère ou les caractères étudiés. Lorsqu'on regarde l'énoncé, on constate clairement qu'on étudie l'aspect de la crête, donc un seul caractère. Ça veut donc dire que, logiquement, cet énoncé paraît comme un monohybridisme, puisqu'on ne s'intéresse qu'à l'aspect de la crête. Maintenant, déterminons les proportions phénotypiques obtenues en F2. Du moment où on étudie un caractère, c'est logique qu'on devrait s'attendre aux proportions en F2, c'est-à-dire 3 quarts, 1 quart. Mais nous avons obtenu 4 phénotypes en F2, et lorsqu'on fait le calcul, le total des individus donne 1924. Et en divisant chaque effectif par 1924, on va obtenir les valeurs qui sont proches de 9, des proportions 9, 3, 3, 1. Alors, lorsqu'on a de telles proportions, on peut donc dégager le type de croisement correspondant à de telles proportions. Au départ, on étudiait seulement l'aspect des crêtes. Mais quand on regarde les proportions, on peut maintenant dire qu'il s'agit des proportions d'un dihybridisme autosomal dont les gènes sont indépendants. Une telle affirmation donc soulève un certain nombre de questions. Au départ, on étudiait un seul caractère, donc c'est un monohybridisme. Maintenant, nous sommes en train de conclure qu'il s'agit d'un dihybridisme. Comment expliquer cela? Pour cela, on doit donc admettre, sur la base des études qui ont déjà été démontrées,
qu'en réalité, l'expression du phénotype en rapport avec l'aspect de la crête n'est pas une monogénie. On va donc considérer que il existe en réalité au moins deux gènes indépendants au vu des proportions calculées tout à l'heure, dont l'expression simultanée va déterminer l'aspect de la crête. Alors, ce type d'hérédité sera qualifié de polygénie et on peut aussi utiliser le terme hérédité multifactorielle. Alors, ceci étant démontré, on peut donc faire une interprétation génétique de ces croisements. On va donc considérer deux gènes 1 et 2 dont l'expression simultanée donne la crête en noir. Donc, deux gènes qui s'expriment simultanément pour qu'on ait un caractère. On va donc considérer que pour le gène 1, l'allèle grand R est dominant et actif et l'allèle petit r est récessif inactif. Pour le gène 2, on va considérer l'allèle grand P qui est dominant actif et l'allèle petit p qui est récessif inactif. On suppose donc les génotypes des parents de race pure dans ce cas. Ainsi, vu qu'on est dans un cas de polygénie, le parent dont la crête en rose sera double homozygote, grand R, petit p, petit p. On va écrire le génotype du parent dont la crête est en poids, petit r, grand P, grand P. Bien sûr, nous connaissons la signification des allèles. Alors, pour le premier croisement, vous allez donc écrire des gamètes. Donc, chaque parent homozygote produit, comme vous pouvez le voir, un type de gamète, le gamète grand R, grand P pour l'un, et le gamète petit r, petit p pour l'autre. Et à la F1, on va obtenir les volailles hétérozygotes, donc grand R, grand P, petit p. Soit 100% de volailles dont la crête est en noir. Bien. Vous constatez donc que les deux parents n'avaient pas la crête en noir. Et vous voyez que dans le génotype de chaque parent, on a des allèles récessifs et des allèles dominants. Dans la F1, on a deux allèles dominants qui s'expriment, c'est-à-dire grand R et grand P. Donc, les deux allèles dominants doivent s'exprimer pour que la crête soit en noir. Donc, si l'un de ces allèles ne s'exprime pas, c'est-à-dire si c'est les versions récessives, on n'aura pas les crêtes en noir. Le croisement entre les volailles de la F1 va nous permettre de tracer cet échiquier où chaque individu de la F1 hétérozygote produira 4 types de gamètes. Le gamète R grand P, R petit R grand P, petit R petit p. On remplit le tableau et on a 16 génotypes. Alors, lorsqu'on identifie les phénotypes correspondants, on va donc compter 9 génotypes sur 16 dont la crête est en noir, c'est-à-dire que les deux gènes s'expriment de par leur allèle dominant, grand R, grand P. On a 3 génotypes sur 16 dont la crête est en rose. Et la crête est en rose ici parce que l'allèle grand R s'exprime, mais l'allèle grand P ne s'exprime pas. En fait, c'est la version inactive petit p qui s'exprime. On a 3 16e de poids, de crête en poids. Ici, c'est plutôt grand P qui s'exprime et c'est la version inactive de grand R, c'est-à-dire petit r qui ne s'exprime pas. Et on a les volailles à crête saine. Ici, ce sont les deux versions alléliques inactives qui s'expriment, c'est-à-dire petit r, petit p, et ils sont homozygotes. Avec donc cela, on comprend donc pourquoi, on comprend la composition phénotypique de la F2. On retient donc la relation un gène, un caractère n'est pas forcément une relation directe. La réalisation d'un phénotype est assurée en réalité par plusieurs réactions biochimiques catalysées par des enzymes différentes. Et nous savons que chaque enzyme, c'est-à-dire une protéine, est codée par un gène. Ceci dit, il arrive donc souvent qu'un même caractère soit sous le contrôle de plusieurs gènes. Et on parle donc de polygénie.
La polygénie, ici, il faut donc retenir que c'est l'expression simultanée de plusieurs gènes pour la réalisation d'un seul caractère. Et on peut aussi, concernant la polygénie, définir une notion, la notion d'épistasie. L'épistasie est un cas de polygénie et c'est un phénomène génétique au cours duquel un gène va altérer ou masquer les effets des autres gènes. Je vais prendre un exemple. On peut considérer la coloration de la souris. On considère donc deux gènes 1 et 2 dont l'expression simultanée aboutit au phénotype abouti. C'est-à-dire que dès que les deux gènes s'expriment, la souris a le phénotype abouti. Si on considère donc grand N dominant actif et petit n récessif inactif, les allèles du gène 1 et grand A dominant actif et petit a récessif inactif, les allèles du gène 2, on aura donc plusieurs cas de figure. Donc le phénotype abouti s'exprime si grand N et grand A s'expriment. Là, l'animal est abouti. En ce moment, voilà les génotypes possibles qu'on peut avoir pour les souris phénotype abouti. Maintenant, si petit n s'exprime, c'est-à-dire la récession inactive s'exprime, et grand A s'exprime, on voit que le pelage est blanc. Et dans ce cas, les génotypes possibles, les voilà, du moment où on a la version petit n à l'état homozygote. En ce moment, comme grand n ne s'exprime pas et que c'est petit n qui s'exprime à l'état homozygote, et du moment où il s'exprime, il empêche l'expression de grand A ou petit a, on dira donc que n est épistatique sur A. Alors, si c'est grand N qui s'exprime et petit a ne s'exprime pas, l'animal a le pelage noir. Et voilà les génotypes possibles. Bien. Vous avez donc compris qu'il existe donc une exception à la monogénie qu'on appelle polygénie. On peut aussi avoir donc des cas de pléiotropie et pour cela, nous allons étudier un exemple. On va croiser des variétés plus de pois senteurs, l'une à fleurs rouges à étendard dressé et l'autre à fleurs bleues à étendard enroulé. En F1, on a des pois, toutes à fleurs bleues et à étendard dressé. On va donc tirer une conclusion. Bien. Lorsqu'on lit cet énoncé, naturellement, vu qu'on parle de fleurs rouges et étendard dressé, fleurs bleues étendard enroulé et une descendance homogène à fleurs bleues étendard dressé, on dira facilement que nous sommes dans un cas de dihybridisme avec dominance parce que là, visiblement, on étudie deux caractères. Et on peut donc définir les allèles fleurs bleues et étendard dressé qui dominent sur les allèles fleurs rouges et étendard enroulé. Les F1 croisés entre eux produisent une F2 et F2 constituée par 160 pieds à fleurs bleues enroulées, 153 pieds à fleurs rouges et dressées, 307 pieds à fleurs bleues et dressées. Considérant l'hypothèse d'une absence de liaison entre les gènes, puisqu'on est parti du fait que c'est un dihybridisme, on considère qu'il n'y a pas de liaison entre les gènes. On va aller sur la base que les gènes sont indépendants. Comment donc peut-on expliquer ce résultat? Je précise qu'on considère que les gènes ne sont pas liés. Alors, déjà, il faut remarquer que si on calcule les proportions observées, le total de poids obtenu, c'est 620. En divisant chaque effectif par les proportions, on va obtenir les proportions sensiblement égales à 1 quart, 1 demi, 1 quart. On constate qu'on est là dans un cas, ça c'est les proportions typiques d'un monohybridisme avec dominance intermédiaire. Il y a un monohybridisme avec codominance, alors que nous avons dit que c'est un dihybridisme. Et on dit encore que les gènes ne sont pas liés, on passe cette hypothèse. Alors, la seule façon pour expliquer donc cette exception, c'est d'admettre qu'en réalité, les deux caractères que nous avons étudiés sont le résultat de l'expression d'un gène. C'est-à-dire qu'il y a un gène, on va considérer qu'un gène qui en s'exprimant va influencer va permettre l'expression d'au moins deux caractères. Et on dira que
ce gène a un effet pléiotropique. Donc, un seul gène dont l'expression va entraîner celle de 2 caractères héréditaires. Alors, cette nouvelle exception, ainsi découverte, nous permet de retenir que, réciproquement, plusieurs caractères peuvent être gouvernés par un seul gène, lequel sera qualifié de gène à effet pléiotropique. Et dans ce cas, on parlera de pléiotropie. Bien. Nous avons étudié la polygénie et la pléiotropie, qui sont 2 exceptions à la monogénie. Revenons donc à la situation vécue par Ali. Il est perplexe parce qu'il ne comprend pas comment, sachant que le groupe sanguin O résulte de l'expression d'un allèle récessif. Il ne comprend pas comment 2 individus du groupe O donnent naissance aux enfants, par exemple, du groupe A ou du groupe B. Bien. Pour l'aider maintenant à comprendre cette situation, nous allons valider ou rejeter les hypothèses qui ont été proposées bien avant. On a proposé comme première hypothèse que l'infidélité dans les couples explique l'apparition des phénotypes dominants A ou B. Bien, au vu des activités menées tout à l'heure, nous n'avons pas traité d'un cas d'infidélité. Nous n'avons aucune information à ce sujet. Donc, on ne peut pas considérer cette hypothèse. Deuxièmement, on dit que le groupe sanguin de l'un des 2 parents a été mal identifié. Nous n'avons pas assez d'informations concernant la situation vécue par Ali pour affirmer que c'est le cas. Donc, nous ne pouvons pas, jusqu'à preuve du contraire, considérer cette hypothèse. Troisièmement, l'expression du groupe sanguin, c'est-à-dire phénotype dominant A ou B, et même le phénotype groupe O, qui est un phénotype récessif, on dit que l'expression de ce groupe sanguin est déterminée par plusieurs gènes. Alors, au vu des activités menées, nous avons traité un cas de polygénie et on a donc vu que on peut donc avoir plusieurs gènes dont l'expression permet celle d'un seul caractère. Donc, cette hypothèse est validée. Quatrièmement, l'expression du groupe sanguin, et si on considère seulement le phénotype A et B uniquement, on dit que ces phénotypes, ce n'est que ces phénotypes dont l'expression est déterminée par plusieurs gènes. Alors, qu'en est-il du phénotype O? On ne peut pas donc considérer cette hypothèse puisque le phénotype O aussi fait partie du système ABO. Donc, on retient la troisième hypothèse, qui est celle que le groupe sanguin, en réalité, l'expression des groupes sanguins est un cas de polygénie si on veut comprendre la situation d'Ali. Alors, si on a compris cela, on peut donc s'appliquer sur ce petit exercice. On croise 2 souris aboutis, phénotype dominant, double hétérozygote, et les F1 sont composés de 9/16 d'aboutis, 3/16 de noirs et 4/16 d'albinos. On dit expliquer ce résultat en réalisant l'échiquier de croisement. Bien. Déjà, on remarque que la F1 est hétérogène. Et pour expliquer cela, comme on a vu tout à l'heure, on doit donc admettre qu'il y a que l'expression de la coloration du pelage est une polygénie et qu'il faut au moins 2 gènes dont l'expression simultanée permet donc la réalisation du phénotype. Et on va donc aussi admettre que si l'un des gènes ne s'exprime pas, alors on n'aura pas le phénotype abouti. Donc on va considérer nos allèles, comme on a vu tout à l'heure, grand N et petit. Grand N dominant actif, petit N récessif inactif, grand A dominant actif et petit A récessif inactif. Et ce sont les allèles respectivement des gènes 1 et 2 que nous allons considérer. Et on a dit le phénotype abouti ne se réalise que si l'allèle grand N s'exprime d'abord. Il faut qu'il s'exprime et ensuite grand A s'exprime. Alors,
On dit que pour la souris aboutie, voilà son génotype. Elle est hétérozygote puisqu'on a vu que la descendance est hétérogène. Alors, si les souris ont ce génotype, c'est-à-dire que chacune produit 4 types de gamètes, et en réalisant l'échiquier de croisement, on va donc compter ici, d'après la légende, on a donc 9/16 de souris au phénotype abouti, 3/16 de souris au phénotype noir. Ici, grand N s'exprime et petit a. Grand A ne s'exprime pas, c'est plutôt petit a qui s'exprime. Et on a 3/16, on a 4/16 de souris au pelage blanc. Donc ici, dès que grand N ne s'exprime pas, le pelage devient blanc du moment où grand A s'exprime. Donc voilà comment on peut traiter les cas de polygénie. Et je suis donc sûr que vous avez bien compris ces exceptions à la polygénie. Et comme devoir, vous avez 3 allèles déterminant l'expression des groupes sanguins A, B et petit o. AB étant codominant et petit o récessif inactif. L'allèle A permet l'expression du groupe sanguin A, B permet l'expression du groupe sanguin B et petit o permet l'expression du groupe O. Et on découvre dans une population que les individus du groupe O donnent naissance à des individus soit du groupe A, du groupe B, soit du groupe AB. Il faudra donc que vous soyez capable d'expliquer ces résultats et, si possible, écrire les génotypes. Bien, je vous retrouve donc pour la suite où nous allons donc étudier l'origine des nouveaux allèles.